Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Les syndicats veulent, selon l'expression qu'ils ont consacrée, mettre la France à l'arrêt à partir de demain contre votre réforme. La CGT Chimie promet même de mettre l'économie française à genoux. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Nous avons toujours dit que dans un pays comme le nôtre, dans une démocratie comme la nôtre, les oppositions, les désaccords peuvent s'exprimer et que la mobilisation sociale est légitime, quoi qu'on en pense. Mais elle changera quoi, celle de demain ? Nous ne sommes pas favorables, bien évidemment, au blocage, nous l'avons dit, répété. Et il y a un certain nombre d'expressions, mettre l'économie à genoux par exemple, qui ne sont pas entendables. Parce que mettre l'économie à genoux, c'est en réalité mettre les travailleurs à genoux. C'est mettre ceux qui ont besoin d'un emploi à genoux. C'est mettre ceux qui déjà rencontrent des difficultés dans des difficultés encore plus grandes. Et je suis convaincu, nous sommes tous convaincus au gouvernement, dans la majorité, que l'expression d'un désaccord, c'est légitime, mais que ça ne doit pas entraîner un blocage du pays qui serait dangereux pour notre économie. Elles changeront quoi, les manifestations de demain, à cette réforme ? Ça ne change pas le caractère nécessaire de la réforme, et ça ne change pas notre volonté de l'améliorer. Après, nous devons aussi respecter, parce qu'il y a une expression, il y a une mobilisation dont certains nous disent qu'elle peut être importante. Je ne fais pas, j'ai coutume de dire, je ne fais pas la météo du dialogue social, du climat social. C'est ce qu'a dit votre collègue des Transports, qui a dit que ce sera l'une des plus suivies de ces dernières décennies. Il ne faut pas, je pense que le rôle d'un gouvernement est à la fois d'anticiper, de conseiller, comme Clément Beaune l'a fait, à ceux qui le peuvent d'être en télétravail, et en même temps, il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Et donc, nous verrons demain. Olivier Dussopt, vous êtes en contact avec les leaders syndicalistes, je pense à Laurent Berger, à Philippe Martinez, ou alors le dialogue est rompu ? C'est une période d'opposition, donc il y a moins de dialogue traditionnellement. Il n'y a pas de réunion de travail. Il n'y a pas de réunion de travail sur les retraites, puisque les positions sont posées, sont connues. Puis par ailleurs, avec tout le respect qu'on doit avoir pour le mouvement social, pour les partenaires sociaux, il y a eu 4 mois de concertation pendant lesquels nous avons beaucoup échangé, avec des désaccords qui ont subsisté, avec des points de convergence qui ont pu apparaître. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps parlementaire. Le Sénat est en train d'examiner le texte, a voté l'article 1 sur l'extinction des régimes spéciaux, a voté hier soir l'article 2 sur la création d'un index senior. Juste un mot sur votre réaction par rapport à ce que propose le député LFI Louis Boyard. Il a lancé sur les réseaux sociaux le hashtag Blocus Challenge. Étudiants et lycéens sont appelés à prendre, je cite, la plus belle photo de leur blocus, et à la suite d'un tirage au sort, ils auront le droit de visiter l'Assemblée nationale. C'est consternant et je ne suis pas là pour commenter l'agite-propre de certains. Ce n'est pas au niveau du mandat d'un parlementaire et de l'Assemblée nationale. Vous avez dit hier dans Le Parisien aujourd'hui en France, Olivier Dussopt, que cette réforme des retraites était une réforme de gauche. Ce serait quoi une réforme de droite ? Alors, c'est d'abord une réforme nécessaire, si vous me permettez de le dire. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Ce serait quoi une réforme de droite ? Ça serait une réforme sans les mesures d'accompagnement. Ce serait uniquement les 64 ans, sans aucune mesure sur les carrières longues et la pénibilité. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Et pourtant, une partie des mesures que vous avez concédées viennent des discussions avec la droite. Oui, c'est la droite qui a permis de rendre une réforme plus à gauche. Pardon, mais c'est quand même le texte initial qui prévoit d'améliorer les carrières longues, la pénibilité, l'index senior. Les carrières longues, ça a beaucoup bougé à l'Assemblée. Le minimum de pension. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Parce que la dernière réforme des retraites qui est intervenue dans notre pays, c'est fin 2013, quinquennat de François Hollande, je l'ai voté. C'est l'allongement de la durée de cotisation. Quand on regarde autour de nous, la France n'est pas une île. Quand on regarde autour de nous tous les pays européens, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient sociodémocrates, ils ont tous voté des réformes pour aller à 65, 66, 67 ans. En Espagne, la perspective, c'est 67 ans. Ils sont passés à 66 ans au début de l'année. Ils ont une ministre du Travail qui est communiste. Donc vous pensez que la gauche, si elle revenait au pouvoir, elle garderait votre réforme ? Comme elle l'a toujours fait à chaque fois. Au cours des 20 dernières années, il y a eu 5 réformes. 4 par la droite, 1 par la gauche. À aucune des alternances, aucune des nouvelles majorités n'a remis en cause aucune des réformes. Et ce que je dis, c'est que la réforme que nous menons, un gouvernement sociodémocrate l'amènerait à condition de vouloir sauver le système par répartition. Mais donc elle est de gauche par les compensations et elle est de droite par le report de l'âge légal, c'est ça ? C'est peut-être pour ça qu'elle est Mais la balance penche quand même du côté... C'est peut-être pour ça qu'elle est bien construite. Et comme je dis, elle est nécessaire, elle est juste, elle est équilibrée. Ils vont bien le prendre, vos interlocuteurs de droite avec qui vous négociez la réforme. Mais on peut partager l'esprit de responsabilité, on peut partager même des convictions ou des nécessités sur des réformes qui sont... dans l'imaginaire collectif étiqueté à droite ou à gauche. Ce qui nous rassemble, notamment avec la majorité sénatoriale, ça n'est pas toute la réforme. Nous avons des points de désaccord. Nous avons des points de divergence. Mais ce qui nous rassemble, c'est, je crois, la nécessité d'une réforme pour équilibrer le système. Juste sur l'importance du vocabulaire que vous utilisez, Olivier Dussopt, vous ne cessez de marteler, il n'y aura pas de perdants dans cette réforme. Mais en fait, si, les personnes qui auraient pu profiter d'une surcote en choisissant de travailler plus longtemps, au-delà de l'âge légal, eh bien, ces personnes-là, elles vont bien perdre leur surcote puisque vous leur demandez de travailler plus. Ça, pourquoi vous ne le dites pas franchement ? D'abord, il n'y aura pas de perdants parce que dès lors qu'on sauve le système par répartition, tout le monde est gagnant. Ça, c'est un point qui est important. Et après, j'ai entendu... Sur le cas que je viens d'évoquer. J'ai entendu cet argument, notamment dans la bouche de parlementaires de gauche. C'est assez fantastique.
Il nous explique qu'il ne faut pas travailler plus longtemps, qu'il ne faut pas reculer l'âge. Mais en même temps, il nous explique qu'il faut encourager les gens à travailler après l'âge de départ. C'est pas ce que dit Laurent Berger, un peu particulier. Et la surcote telle qu'elle existe aujourd'hui. Il faut rappeler dans quelles conditions elle est accessible. Aujourd'hui, vous n'êtes pas surcoté parce que vous travaillez au-delà de l'âge légal. Vous êtes surcoté à 2 conditions. Si vous avez aussi tous vos trimestres. Avoir passé l'âge légal et avoir 168 trimestres. Ce qui, avec la réforme de 2013, est de plus en plus compliqué. La preuve, c'est que l'essentiel des travailleurs français ne prennent pas leur retraite à 62 ans, ils la prennent après. Sur la pension à 1 200 €, Olivier Dussopt. On nous disait d'abord que ça allait être une pension minimale qui allait concerner quasiment 2 millions de personnes. Ensuite, quand des journalistes ont fait remarquer que les 1 200, ce ne serait pas pour tout le monde, vous avez parlé de 40 000 bénéficiaires supplémentaires chaque année. Et vous avez admis à l'Assemblée nationale, sous la pression des députés socialistes, que finalement, ce serait entre 10 et 20 000. Pardonnez-moi à nouveau, mais... Je termine juste après. Ouais. Entre 10 et 20 000 chaque année. Ça ne bougera plus. Mais ça, c'est le chiffre définitif ou pas? Il faut accepter un moment que les choses soient complexes. On ne peut pas passer du temps, et ça m'arrive souvent, à dire une réforme est compliquée et à refuser d'entrer dans la complexité. Quel est l'engagement du président de la République? C'est de dire que pour un assuré qui travaille une carrière complète, 42 ans aujourd'hui, 43 ans demain, payer toute sa vie au niveau du SMIC, il faut que le système puisse garantir une retraite à 85% du SMIC, c'est-à-dire 1 200 € à la fin 2023. Petite précision, ça sera indexé. Quand le SMIC sera plus important, ça va monter. On le balaye, mais personne ne l'a jamais fait. Sur les nouveaux bénéficiaires, c'est passé de 40 000 dans votre bouche à 10 à 20 000 dans votre bouche aussi. Je maintiens tous les chiffres que j'ai dit, et si vous me donnez l'occasion, je vous dis ce qu'il en est exactement. Alors, donc, vous maintenez les 40 000 et les 20 000 je vous dis ce qu'il en est. Allez-y. Première chose... Vous savez ce que je vous propose? Comme je sens que ça va être un tout petit peu long et que je suis un peu le maître des horloges ici même, c'est qu'on prend 8 minutes, le temps du fil info, à 8h40. Et ça me permettra de dire dans une minute, vous nous direz comment ça peut être. Ça me permettra de dire qu'il y a 2 millions de bénéficiaires au total cette année et d'expliquer pourquoi il y a des différences de chiffres. Maureen Suignard pour le fil info et l'explication d'Olivier Dussopt juste après. On est parti pour durer, affirme sur France Info Laurent Brun, le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots. C'est dès ce soir que la grève reconductible débute à la SNCF. Seulement un TGV et TER en circulation et pas d'intercité. Le désaccord avec cette réforme des retraites est légitime, mais pas le blocage du pays, répond ce matin sur France Info le ministre du Travail. Le riz est l'un des produits qui a le plus augmenté en un an, 25% pour les marques distributeurs. Résultat de notre étude sur le long cours avec le cabinet Nielsen IQ. Le panier France Info suit l'évolution de tarifs d'une quarantaine de produits, plus 17% de hausse enregistrée sur un an. La colère qui éclate de nouveau en Grèce, au moins 12 000 personnes à Athènes, après la collision entre 2 trains mardi dernier qui a fait 57 morts. Les manifestants mettent en cause le gouvernement, responsable selon eux de ne pas avoir entretenu suffisamment le réseau ferroviaire. Les obsèques de Juste Fontaine, légende du football, se tiennent à 14h à Toulouse aujourd'hui. Le joueur est mort la semaine dernière à 89 ans. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, on parlait à l'instant du cafouillage autour des chiffres sur la pension à 1 200 €. Pourquoi on a eu l'impression pendant plusieurs semaines que vous avez cherché à gonfler les chiffres, à mentir aux Français? Non, il n'y a ni mensonge ni gonflette. Le président de la République, je disais il y a un instant, a dit un assuré, un travailleur qui fait toute sa carrière, 42 ans ou 43 ans demain, avec le SMIC comme rémunération, doit avoir 85% du SMIC comme retraite. Et on va l'indexer pour que ça tienne dans le temps. Qu'est-ce que ça traduit, cela? Ça traduit 2 choses. D'abord, nous allons l'appliquer aux retraités actuels. Il y a 17 millions de retraités. Sur ces 17 millions de retraités, grâce à cette garantie minimale, 1 800 000 vont avoir une revalorisation au mois de septembre. De combien? Et sur ce 1 800 000, la moitié aura une revalorisation entre 70 et 100 € par mois. Donc il y a 900 000 retraités actuels qui vont toucher entre 70 et 100 € par mois. Brut ou net? C'est toujours brut. Brut en plus par mois. Sachant qu'il n'y a que la CSG qui s'applique sur les retraites. Et ça dépend en réalité du nombre de trimestres qu'ils ont cotisé. Ce qui rend difficile de faire des prévisions à l'unité près. Sur les futurs retraités, puisque c'est là-dessus qu'il y avait le grand écart entre... Et sur les futurs retraités, nous avons 800 000 personnes qui partent à la retraite chaque année. Grâce à cette réforme, 200 000 parmi eux, 1 sur 4, va avoir une pension plus importante que sans la réforme, avec une augmentation par rapport à l'absence de réforme qui va aller, en fonction du nombre de trimestres qu'ils ont cotisé, de 25 à 100 € par mois. 40 000 en 2032, pardon pour la précision, entre 2032 et 2034, pour être tout à fait précis, auront 100 € de revalorisation. Dans 10 ans. Oui. Et quand on donne le sentiment que les chiffres sont compliqués, c'est parce qu'une partie des gens qui vont, dès 2023-2024, passer le cap des 1 200 €,
passeront le cap grâce à la réforme, une autre partie passeront le cap grâce à l'indexation. Donc tout ça est immensément complexe, mais il y a deux chiffres. Olivier Dussopt, pardon, ce n'est pas les chiffres qui sont compliqués, c'est le discours qu'a tenu le gouvernement pendant plusieurs semaines. On nous a parlé de pension minimale à 1 200 € pour les retraités actuels et pour les nouveaux retraités. Là, quand on regarde les informations avec la réforme, moins d'1,5% des retraités actuels verront leur pension franchir le seuil des 1 200 € bruts. Est-ce que vous avez menti pendant plusieurs semaines? Jamais, et nous avons toujours dit que la pension à 1 200 € était pour une carrière complète au SMIC, et j'ajoute même à temps plein, pour une raison de bon sens. Je précise que ça représente 250 000 retraités sur les 17 millions. Et ce que je vous dis, moi, c'est que sur les 17 millions, 1 800 000 vont avoir une revalorisation. Il y a quelque chose qui me sidère, et c'est une forme de reproche que je fais aux députés et aux sénateurs de gauche, qui nous disent « mais tout ça n'a pas d'importance ». On parle de retraités qui ont des retraites à 750, 800, 900, 1 000 € par mois. Allez leur expliquer qu'une augmentation de 70 ou 80 € par mois, c'est rien. Ça ne les rendra pas riches, hein. Personne ne l'a jamais dit. Mais allez expliquer, qu'ils aillent expliquer à des retraités qui sont à 900 € par mois que 60, 70, 80 € par mois, ça n'est rien. Ce que je dis, ce que je répète, c'est que grâce à cette réforme, et évidemment en fonction du nombre de trimestres cotisés, de la carrière de chacun, tout le monde sait que le calcul des retraites est hyper difficile. On a 1 800 000 retraités actuels qui vont avoir une revalorisation, et que chaque année, sur les 800 000 départs à la retraite, 200 000 auront une meilleure retraite que sans la réforme, et on parle de petites retraites. Sur les femmes, à présent, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le Sénat, à majorité de droite, veut améliorer votre réforme sur, non pas les femmes d'ailleurs, mais sur la question des mères de famille, pour qu'elles puissent partir à la retraite à partir de 63 ans, si elles ont l'ensemble de leur trimestre, ou alors que celles qui vont au-delà de 63 puissent avoir une surcote. Est-ce que ça va se faire ? Le Sénat, la majorité au Sénat n'a pas déposé l'amendement qui consiste à autoriser un départ anticipé. Et ce que nous demande aujourd'hui la majorité sénatoriale, et notamment le groupe républicain, c'est de dire que si un assuré, et en l'occurrence une femme, à 63 ans, a la totalité de sa carrière, c'est-à-dire 42 ans aujourd'hui, 43 ans demain, 168 trimestres aujourd'hui, 172 demain, à partir de 63 ans, que la dernière année de travail à effectuer, pardon, j'ajoute une précision, à condition que dans ces trimestres, il y a des trimestres dits de majoration pour droits familiaux. Liés à des enfants. De maternité, d'éducation. La majorité sénatoriale nous dit, si un assuré, donc une mère de famille, a tous ses trimestres à 63 ans, il faut que les 4 trimestres qui restent à faire pour les 64 ans fassent l'objet d'une surcote. Mais du coup, elle peut partir à 63 ou pas? Non. Ça a changé la proposition. La majorité sénatoriale a précisé ça. Avant, c'était au choix. Soit elle s'en va à 63, soit elle poursuit à 64. C'est tout l'intérêt des discussions et du débat. Donc il n'y aura plus de possibilité de partir dès 63 La majorité sénatoriale a déposé un amendement pour permettre aux assurés, et en l'occurrence aux femmes mères de famille, de bénéficier d'une surcote si elles ont tout leur trimestre, dont des trimestres de majoration pour droits familiaux, à 63 ans. Vous y êtes favorable? J'ai dit que le gouvernement le regardait avec beaucoup d'intérêt, avec un regard très positif, donc nous y sommes favorables. Pourquoi? Mais vous nous confirmez, pardon, j'essaie d'être précis sur ce point, parce que c'est la proposition qui a été faite dans la presse par Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, qui avait dit dans un premier temps 63 ans pour les mères de famille, possibilité de partir. Je ne suis ni le porte-parole ni l'avocat de Bruno Retailleau, mais j'avais lu la presse comme vous, et il avait dit qu'ils avaient 2 options, la surcote et le départ. Il n'y en a plus qu'une maintenant. Nous travaillons sur la surcote parce que 4 trimestres surcotés, ça permet d'avoir une pension revalorisée de 5%. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ces trimestres de maternité, 4 dans le régime général, 2 dans le régime de la fonction publique. D'ailleurs, ça fait partie des chantiers qu'il faudra regarder après. Pour une femme qui a une carrière hachée, avec des interruptions, qui arrive à l'âge légal, aujourd'hui 62 ans, demain 64, et qui n'a pas travaillé toute sa vie, parce qu'on sait que les femmes sont plus exposées que les hommes aux interruptions de carrière, ça fait partie des inégalités professionnelles. Ça permet à ces femmes, mères de famille, d'avoir des trimestres validés qui viennent compter dans leur carrière, qui leur évitent la décote. Ça, c'est le premier point. Et puis, nous avons de plus en plus de femmes, mères de famille, qui arrivent à l'âge légal en ayant cotisé toute leur vie, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais dans beaucoup de cas, la maternité n'est pas incompatible avec la carrière, et qui donc ont des trimestres majorés, qui leur sont moins utiles. Moins utiles parce qu'on relève l'âge, moins utiles parce que la durée de cotisation a progressé. Et pour ces femmes, ce que nous nous sommes dit, et ce que je crois une majorité du Sénat partage, c'est de dire, mais attendez, si ces femmes ont une carrière complète, malgré, si je puis dire, la maternité, ça signifie que la bonification, ce n'est pas du temps qu'il faut, c'est plutôt de l'argent. Pourquoi de l'argent? Parce qu'on sait que même quand la maternité n'empêche pas de cotiser, ça peut être un frein à l'évolution professionnelle. Mais en faisant ça, Olivier Dussopt, en acceptant le principe d'une surcote pour les femmes qui ont eu des enfants, vous reconnaissez que votre réforme est injuste pour les femmes? Non, je reconnais que cette réforme peut être améliorée, ce que nous avons toujours dit. C'est un peu la même chose, non? J'ajoute un point. Le choix des mots, oui. J'ajoute un point. S'il faut augmenter les pensions des mères de famille, c'est qu'elles n'étaient pas assez élevées
une alternative. Et quand vous parlez des pensions des mères de famille, là où je vous rejoins, c'est que notre système de retraite n'est en rien un système anti-femme. Par contre, notre système de retraite calcule des pensions qui tiennent compte des inégalités tout au long de la vie. Et les femmes sont encore victimes d'inégalités professionnelles. Et à l'avant-veille du 8 mars, c'est une occasion, mais c'est valable tous les jours, de le rappeler. Et donc, nous allons continuer comme cela, avec un point d'attention malgré tout. Et ça fait partie des débats que nous aurons toute la semaine au Sénat. C'est qu'une mesure comme celle-ci, par définition, ça coûte de l'argent. Et nous avons un intérêt très fort pour l'équilibre financier du système en 2030. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans la version telle qu'elle est déjà sortie de l'Assemblée nationale. Le régime ne serait plus à l'équilibre dans 10 ans. Il faut qu'on trouve, c'est l'engagement qui est le nôtre, notre double engagement, c'est d'améliorer le système, mais c'est avant tout de l'équilibrer pour qu'il soit viable. Et donc, il faut qu'on fasse des choix et il faut qu'on trouve des ressources pour permettre l'équilibre du système. Et d'ailleurs, Olivier Dussopt, quand vous voyez ce que provoque la réforme dans le pays, ces divisions, ces mobilisations demain qui risquent de continuer, quand vous voyez que la réforme aujourd'hui, telle qu'elle est sortie de l'Assemblée nationale et telle qu'elle va être sans doute adoptée au Sénat, que le système de retraite va rester déficitaire, contrairement à ce que vous avez prévu, est-ce que vous dites qu'elle vaut encore la peine, cette réforme ? Oui, et 2 points, très vite de précision. D'abord, nous allons faire en sorte que cette réforme soit équilibrée, parce que c'est notre engagement, et donc nous avons un débat parlementaire qui doit nous permettre de l'équilibrer. Elle avait pour but de créer un excédent de 4 milliards. Aujourd'hui, vous savez que ce ne sera pas le cas. Alors, je vous corrige. Oui. Rappelez-vous de ce que nous avons dit avec la Première ministre le 10 janvier. Notre objectif, c'est que le système soit équilibré en 2030. On restera en déficit après cette réforme et notre objectif, sur le système de retraite. Je le répète, notre objectif est que le système soit équilibré en 2030 et qu'il le soit durablement. Donc nous allons veiller, et nous y veillons à 2, si je puis dire, moi comme ministre en charge de ce dossier et Gabriel Attal comme ministre délégué aux comptes publics qui m'accompagne sur ces aspects-là, à ce que l'équilibre soit bien au rendez-vous. Et par contre, et j'ajoute un deuxième point. Mais on restera en déficit avec toutes les mesures compensatoires que vous avez décidées. Je viens de vous dire que nous ferons en sorte qu'en 2030, notre système soit équilibré et qu'il le soit durablement. Et j'ajoute un deuxième point, puisque je vois que vous avez une attention pour les quelques mesures et les virgules du système. C'est des grosses virgules. Hein. Ouais, des grosses virgules. 600 millions d'euros pour l'instant, avant la mesure sur les femmes, c'est une grosse virgule. Oui, c'est même un peu plus, c'est 300 ou 350 millions d'euros. Mais pour le déficit. Dans les prévisions du corps aujourd'hui, si on ne fait rien en 2030, c'est 13,5 milliards. Donc le fait de passer de 13,5 milliards à 300 millions d'euros, vous conviendrez avec moi que c'est quand même un grand pas de fait. Par contre, ce n'est pas le dernier pas. Et il faut faire en sorte que cette réforme soit bien équilibrée. Olivier Dussopt, ministre du Travail, invité ce matin de France Info. Le Fil Info à 8h50 avec Maureen Suignard. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, dit ce matin espérer une mobilisation plus forte que le 31 janvier dernier. Les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt demain contre la réforme des retraites. Très peu de trains en circulation dès ce soir. Grève aussi à l'Éducation nationale demain. 2 campus de Lyon 2 sont aussi bloqués depuis ce matin. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, affirme ce matin que l'exécutif continue d'être dans le dialogue avec les syndicats. Pendant ce temps, les sénateurs poursuivent l'examen du texte. Ils votent pour la création d'un index senior dans les entreprises, mais seulement pour celles de plus de 300 salariés. Une nouvelle réunion pour tenter d'anticiper les risques liés à la sécheresse. Réunion entre le ministre de la Transition écologique et les préfets aujourd'hui, alors que ces dernières semaines ont été particulièrement sèches. Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic ne participera pas au Masters 1000 d'Indian Wells qui débute mercredi en Californie. Le numéro 1 mondial n'est pas autorisé à rentrer aux États-Unis puisqu'il n'est pas vacciné contre le Covid. Il a dû déclarer forfait. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail aujourd'hui, un Français sur 2 arrivant à la retraite et sans activité. L'UNEDIC vient de publier une étude qui démontre que repousser l'âge de départ est susceptible de se traduire par un plus grand nombre de chômeurs seniors sans activité. Pardon, je viens de dire la même chose, mais un plus grand nombre de seniors. La précédente réforme avait conduit à 100 000 chômeurs supplémentaires. Combien de chômeurs cette fois-ci ? Est-ce que vous avez fait les calculs ? Beaucoup moins pour 2 raisons. La première, c'est que la précédente réforme augmentait l'âge de départ de 5 mois par an et non pas 3, donc il a une pente beaucoup plus progressive. La deuxième, c'est que... Ce sont des chiffres qui ont été calculés sur 10 ans. Hein. Mais justement, et en s'appuyant sur la réforme de 2010. Et la réforme que nous menons n'est pas la même. Et la deuxième chose, c'est que dans la réforme que nous menons, l'âge de départ anticipé pour les travailleurs en situation de handicap, pour les travailleurs en situation d'invalidité, restent les mêmes qu'avant la réforme. Et en maintenant ces âges de départ anticipés pour ceux qui ont le plus de difficultés, on évite ce qu'on appelle les effets de déport sur d'autres branches ou d'autres administrations sociales. Combien y aura-t-il de chômeurs supplémentaires si l'âge passe à 64 ? Je pense que personne ne peut le dire.
Et je pense que par ailleurs, nous sommes dans une période de création d'emplois et avec un taux de chômage qui baisse. Et notre objectif est évidemment de continuer cette tendance. On lit partout, Olivier Dussopt, que vos relations avec Elisabeth Borne sont mauvaises. Ça nous fait rire, depuis plusieurs mois. Je cite un mot, une phrase d'Elisabeth Borne dans un portrait du Monde qui vous était consacré il y a quelques jours. Olivier Dussopt, dit la Première ministre, c'est celui qui est tout rouge et qui fait la gueule. Je vous le répète, ça nous fait rire, elle et moi. C'est elle qui a dit ça ou pas? J'en sais rien, vous lui demanderez. Mais... Vous êtes celui qui est tout rouge et qui fait la gueule? Je sais pas, parfois je peux avoir mauvais caractère, mais je suis rarement tout rouge. Mais plus sérieusement, la Première ministre et moi-même travaillons sur cette réforme depuis des mois. Nous avons les mêmes objectifs, l'équilibre du système et la protection des plus fragiles. Et quand je lis qu'on ne se parle pas, nous nous voyons tous les jours et nous nous appelons entre 5 et 10 fois par jour. Donc elle et moi préférons rire tout cela. Vous ne serez pas le fusible de la réforme? Voilà, vous jouez votre place? D'abord, les places au gouvernement, ça dépend uniquement du président de la République. Ça, c'est la première chose. Et la seule chose qui m'importe, c'est que cette réforme réussisse. C'est un point qui apparemment a fâché la Première ministre quand vous avez dit dans ce même portrait, il y a quelques semaines, que votre seul chef, c'était Emmanuel Macron. Sous-entendu, je prends mes ordres à l'Élysée et pas à Matignon. Je vous le répète, c'est notre cas à tous d'abord. Et tout ce qui est dit sur notre relation, notre prétendue relation, ça nous fait rire. Olivier Dussopt, vous avez salué l'attitude de Marine Le Pen pendant les débats à l'Assemblée nationale en disant qu'elle avait été bien plus républicaine que d'autres. Vous pourriez la répéter aujourd'hui, cette phrase? Elle et moi n'avons rien en commun. Je n'ai rien en commun avec le Front National. Par contre, la situation que vous faites concerne un moment très précis. Il se trouve qu'un député de la France Insoumise m'a qualifié d'assassin. Ça a créé de l'émoi dans l'Assemblée, ça m'a fâché, mais ça a créé de l'émoi dans tous les groupes de l'Assemblée. Et tous les présidents de groupe se sont exprimés pour dire leurs sentiments sur cette insulte. Dans ce moment-là, ce qu'elle a dit était beaucoup plus respectueux de l'institution que bien d'autres. C'est ce que j'ai dit à ce moment-là. Et si vous revenez à cet après-midi de séance au cours de laquelle j'ai été traité d'assassin, la réaction de Marine Le Pen a été à la hauteur. Est-ce que ça veut dire que je partage quoi que ce soit avec elle? Non. Sauf qu'Olivier Dussopt, vous êtes un député, j'allais dire, vous avez été député de longue date, vous êtes un professionnel de la politique, vous savez qu'en utilisant le terme républicaine pour Marine Le Pen, c'est amener de l'eau au moulin du RN en termes de dédiabolisation. Et ceux qui aujourd'hui dédiabolisent le Front National et lui font un pont d'or, ce sont les députés de la France Insoumise par leur attitude de provocation, d'insulte, de blocage, d'obstruction. Le RN est toujours un parti d'extrême droite? C'est un parti d'extrême droite, oui. Fréquentable ou pas fréquentable? C'est un parti d'extrême droite que nous combattons. Tout en disant qu'à certaines occasions, il peut être plus républicain que la gauche. Une fois, sur cette réaction, je le maintiens. Sur cette réaction. Une loi qui va être importante dans les mois à venir, c'est la prochaine loi sur le travail qui devrait arriver au Parlement cet été. Vous souhaitez que tous les allocataires du RSA sont inscrits à Pôle emploi, sauf une exception, ceux qui sont en incapacité, qui sont malades. 15 à 20 heures de formation hebdomadaire, de recherche d'emploi aussi, c'est ce que vous prévoyez. Est-ce que ce sera obligatoire? Nous voulons revenir à l'idée même du RSA et donc du RMI, c'est-à-dire un contrat avec finalement 3 points. Premier point, c'est que le RSA est un droit. En France, c'est une vraie protection, c'est un filet de sécurité. Si vous n'avez pas de revenus, vous avez droit au RSA. Deuxième point, c'est que la puissance publique, l'État, les collectivités locales, Pôle emploi, doivent prévoir sur tous les territoires des offres de formation et d'accompagnement pour un objectif, c'est aider les gens à sortir du RSA. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous inscrivez au RSA, vous y restez très longtemps et c'est là le signe d'un échec. Puis un troisième point, c'est que lorsque là où vous habitez, dans le territoire où vous habitez, la ville où vous habitez, il y a une offre de formation adaptée. Comme je dis parfois, on ne demande pas à une mère de famille célibataire avec 3 enfants d'aller en formation de 17 à 20 heures, ou alors il faut trouver le mode de garde. Mais alors quelle différence avec ce qui existe déjà? Est-ce que ce sera obligatoire ou pas? C'est le renforcement de tout cela, et le président de la République l'a dit, lorsque l'offre de formation, d'insertion, d'accompagnement est adaptée, il y aura une obligation d'y participer. Ça n'est pas du travail gratuit. Sinon, il y a des sanctions et ça peut aller jusqu'au retrait de l'allocation. Ça n'est pas du travail gratuit. Ça n'est pas du bénévolat obligatoire. Mais si on participe pas aux heures de formation, c'est de la formation, c'est de l'insertion. On n'a plus le RSA. Avec évidemment la prise en compte des difficultés, parce que je le répète, si vous êtes une famille monoparentale, une mère, la plupart du temps, seule avec 3 enfants, on ne vous demande pas d'aller en formation à 60 km de chez vous. Monsieur le ministre, il y a autant de cas particuliers que d'allocataires. Oui, mais il faut renforcer tout cela. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que partout sur le territoire, il y ait une bonne coordination pour que l'offre d'insertion soit là. Vous avez évoqué... Par exemple, ceux qui élèvent seuls des enfants ne seront pas concernés par ces formations? À condition que ce soit adapté. Vous pouvez élever seuls des enfants. Qui va décider? Il y a des conseillers Pôle emploi, il y a des conseillers d'accompagnement social, il faut leur faire confiance. Je reviens sur l'inscription chez Pôle emploi. Aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, 40% des bénéficiaires du RSA sont inscrits chez Pôle emploi. Comment est-ce qu'on explique que 40% seulement des bénéficiaires du RSA qui sont dans un revenu social, une revenu de solidarité d'activité,
soient inscrits chez Pôle emploi. Je sais très bien que parmi les bénéficiaires du RSA, certains ont des difficultés de santé, peuvent avoir des difficultés personnelles qui rendent très difficile, voire impossible, le retour immédiat à l'emploi. Mais de manière générale, il faut qu'il y ait des ponts pour que ceux qui demandent à bénéficier du RSA, et je le répète, c'est un droit, puissent être accompagnés. Et pour être accompagnés vers l'emploi, si on n'est pas inscrit chez Pôle emploi, il manque un maillon. Merci Olivier Dussopt, vous repartez au Sénat à 10h, oui. À 10h. Pour la dernière ligne droite, ça s'arrête quand? Et on va commencer par un amendement de la droite sénatoriale, de la majorité sénatoriale. Ça a l'air de vous réjouir. Sur la création d'un contrat à durée indéterminée pour les seniors. On a quelques divergences avec eux sur les modalités. Et puis ensuite sur les questions de financement. Et les séances au Sénat sont ouvertes jusqu'au prochain week-end, je crois, jusqu'à dimanche compris. Merci Olivier Dussopt, bonne journée à vous. Merci.